nous enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons à présent le plaisir d'être en plateau avec Vincent Mortier, directeur des gestions d'Amundi. Bonjour Vincent Mortier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Amundi, leader européen de la gestion d'actifs avec près de 2 milliards d'euros d'encours sous gestion. 2000 milliards en fait. 2000 milliards, pardon, effectivement, j'ai oublié quelques zéros. 2000 milliards d'euros d'encours sous gestion. Vous étiez venu sur le plateau de Smart Bourse il y a quelques mois pour nous partager votre vision du contexte économique et financier. On trouvait intéressant d'échanger avec vous alors que la fin d'année approche sur cette vision et notamment sur le parcours boursier des marchés américains ou des marchés européens, des parcours qui sont des marchés boursiers qui sont tous en tendance baissière actuellement, avec quand même des tentatives de rebond, notamment sur le CAC 40 depuis fin septembre. Comment est-ce que vous analysez, j'ai envie de dire, la tendance actuelle, mais le parcours qu'on a connu sur toute cette année après la hausse post-Covid, ou en tout cas due à la réouverture des économies? Alors, c'est une année qui est très pénible pour les investisseurs, où finalement il y avait très peu d'endroits où se cacher pour faire de la performance, un peu le dollar, un peu les matières premières, où on a eu une corrélation positive forte entre les obligations et les actions, donc tout a baissé en même temps. Dans le même temps, ce qu'on note aussi, c'est des marchés qui commencent à être assez dissonants entre eux. Le marché des taux, notamment des taux souverains, de notre point de vue, est arrivé au terme de son repricing, et donc c'est pour ça qu'on est redevenu positif sur les obligations, notamment américaines ou même l'OAT, sur des environ 7, 10, 30 ans. Et on dit souvent que le marché des taux est le plus intelligent, le plus rapide. D'accord. Ça s'est vérifié, avec une énorme volatilité. La volatilité du marché des taux a été considérable, alors même que la volatilité du marché actions a été faible. On est à un VIX qui est entre 20 et 30. On n'est pas du tout, dans l'année, on n'a pas connu des niveaux de 70, 80, 90, comme on a pu connaître dans les crises précédentes. Et donc le marché actions est assez ennuyeux, en quelque sorte. Très peu de volume sur le cash. Chaque jour un peu moins. Et hier, mon trading me disait, on se croirait à Noël. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Pendant la trêve hivernale, oui. Voilà. C'est ça, donc très peu de volume sur le cash. Peu de vendeurs. D'ailleurs, il faut reconnaître que même les gérants comme nous, on intervient peu aujourd'hui, c'est un marché qui est compliqué à lire, et des acheteurs un peu systématiques. Et donc, comme vous le dites, ce qu'on appelle des rebonds du chat mort, ou bear market rally, dans un marché qui est quand même baissier, et nous on pense qu'il va continuer à baisser en tendance, le marché action, on a des rebonds très puissants. Et là, on a quand même eu sur l'Eurostoxx 50, 14% depuis un mois. Enfin, c'est colossal. Bien sûr, oui. Mais dans une tendance qui, de notre point de vue, va continuer à être baissière pour des raisons fondamentales. Macroéconomiques, les résultats des entreprises sont globalement bons quand même sur ce troisième trimestre 2022. Ça dépend desquels. Oui, effectivement, mais bon. Et les perspectives données sont quand même plus prudentes que d'habitude. Donc là, on a révisé à la baisse pour 2023. D'accord. Nos prévisions de résultats en moyenne de 10%. Alors plus aux États-Unis qu'en Europe. Il faut reconnaître que l'Europe résiste un peu mieux. Mais aujourd'hui, pour réconcilier en moyenne, et encore une fois, il y a de très grosses dispersions, la valorisation du marché avec les perspectives de résultats et de risques qu'on a géopolitiques ou de politique monétaire, on trouve que le marché action est quand même un peu cher, voire très cher, mais avec une énorme dispersion. Donc des valeurs qui étaient chères restent très chères, et restent très détenues, achetées par les investisseurs individuels, etc. Et des valeurs qui n'étaient pas chères sont encore moins chères. Et donc il y a des soldes sur des valeurs, alors que même si ce ne sont pas les meilleures sociétés du monde, à ces niveaux de valorisation, quand on est sur 5, 6, 7 fois de price earning, ça commence à être tentant. Donc il faut un peu séparer... Mais dans un marché où, vous nous l'avez dit, il y a peu de volume, et donc il y a peu d'acteurs qui achètent ou qui vendent. Voilà, exactement. Donc tout le monde est un peu... Attends de voir. Beaucoup de gens ont aussi en mémoire les épisodes précédents de marché, comme le Covid, mais aussi l'élection, on parlait de Trump juste avant, l'élection de Trump, le Brexit, la crise de 2008, où on a eu des marchés qui ont baissé, puis ont remonté fortement. Et donc même nos clients nous disent, attendez, moi je suis pas idiot, le marché a déjà baissé de 10, 15, 20%, c'est trop tard pour vendre. D'accord, il y a une attente de rebond. Voilà. Et tout le monde reste un peu figé sur ses positions. Comme ça devient consensuel,
ça s'autoréalise jusqu'au moment où il y a des nouvelles informations mauvaises qui vont refaire repartir le marché à la baisse, parce qu'on va reprendre en compte une politique monétaire qui continuera à être un resserrement, une récession qui va forcément arriver en Europe, voire aux États-Unis, et des données microéconomiques qui vont aussi pas être terribles. Donc, votre scénario économique pour cette fin d'année et pour l'année 2023, c'est l'entrée en récession Alors, en Europe, c'est assez assuré. D'accord. Ouais. Voilà. La seule question, c'est pour combien de temps et quelle est l'ampleur? Et est-ce que tous les pays vont être touchés? Est-ce que l'Espagne, est-ce que la France vont être vraiment en récession? On a un scénario central qui est assez... ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. Donc, c'est une petite récession aux États-Unis aussi, en Europe, un ralentissement en Chine, mais sans catastrophe. Le problème, c'est qu'on commence à avoir un scénario alternatif qui n'est que négatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de scénario positif. D'accord. Ouais. Il y a entre guillemets la petite récession ou la récession plus conséquente. Plus conséquente, qui entraîne après des effets induits en chaîne de baisse du levier, de vente forcée, d'arrêt des investissements, de chômage en augmentation aux États-Unis. Et donc d'un cycle mauvais de stag, voire de récession et inflation. Et alors, ce scénario moins favorable, vous revoyez son pourcentage de réalisation de manière régulière? Absolument. Donc de mois en mois, avec ma recherche macroéconomique et mes directeurs de gestion, on revoit, on rediscute de tout cela avec les nouvelles données. Et là, aujourd'hui, on est quand même sur un scénario alternatif négatif de 25%. D'accord. Et 25%, ça n'est plus un scénario extrême de probabilité très faible. C'est-à-dire on doit le prendre en compte. Et le marché ne l'a pas du tout pris en compte de notre point de vue, que ce soit le marché du crédit ou des actions. Et c'est pour ça que, on peut encore avoir un marché constructif d'ici la fin d'année, mais l'année prochaine, on aura encore une volatilité forte, donc avec des enjeux, des défis, du coup des opportunités, mais il faut garder la tête froide un peu, puisque ça va être, à mon avis, les mois et les trimestres qui viennent vont être encore assez volatiles, notamment sur crédit et actions, sans doute moins sur les taux et les changes. Alors, on va revenir un petit peu sur vos convictions peut-être de gestion pure. Juste avant, vous nous avez mentionné effectivement le levier. Alors, on a eu un rappel un petit peu de l'impact de l'effet de levier sur un marché qui peut accélérer une tendance à la hausse ou à la baisse. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a quelques semaines. À la suite de décisions budgétaires, on a vu les marchés paniquer, forçant même la Bank of England à intervenir alors même qu'elle avait plutôt pris la décision inverse de normaliser sa politique monétaire. Et d'un coup d'un seul, ça a mis en lumière que dans un marché avec peu de volume, mais toujours beaucoup d'effets de levier, on pouvait se retrouver avec une volatilité extrême. Alors cet épisode qui a duré quelques jours était fascinant. D'ailleurs, on parle d'un choc 6 fois l'écart type usuel. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une piqûre de rappel sur un certain nombre d'éléments. Et on a vécu en quelques jours un condensé de chocs qu'on pourrait vivre sur plusieurs trimestres en Europe, aux États-Unis. Donc effectivement, on a eu une sorte de conflit entre le politique et le monétaire. Le marché qui a rappelé au politique qu'il y avait quand même une limite à la stimulation. Bien sûr. La Banque d'Angleterre qui a intervenu pour jouer son rôle, et du coup, mais en contrepartie, le politique a lâché. Ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de plafond aux politiques expansionnistes fiscales. Et le marché le rappelle quand même, la dette c'est bien si elle est productive. La dette qui ne sert qu'à financer des déficits, ça commence à faire un problème. Et effectivement, pourquoi ça a été particulièrement spectaculaire, c'est que le secteur des fonds de pension au Royaume-Uni, qui a vécu pendant des années, comme tous les investisseurs, avec des taux extrêmement bas, était obligé de leverager, enfin de mettre de la dette sous forme de produits dérivés pour avoir un peu plus de rendement que ce qu'offrait le marché obligataire anglais, les gilts. Et donc au lieu d'avoir par exemple 1%, pour essayer d'avoir 2%, vous faites x2. Et donc vous avez des mouvements plus conséquents. Oui, et le problème, c'est que quand c'est sous forme de dérivés,
Alors ça, vous n'avez pas à payer, donc c'est hors bilan. Mais quand il y a des gros mouvements de marché, il faut payer les appels de marge. Et là, les fonds de pension se sont découverts, enfin, ils le savaient, mais le marché a découvert que les fonds de pension avaient des dizaines, des centaines de milliards d'appels de marge à payer. Et quand vous êtes face à ça, qu'est-ce que vous vendez? Ce qui est vendable. Et qu'est-ce qui était vendable? Les gilts. Parce que finalement, vendre des actifs privés, c'est pas possible. Bien sûr. Oui. Et des actions, notamment anglaises, la liquidité n'est pas géniale. Donc le seul moyen, c'est de vendre des gilts. Et de ce fait, ça a eu un effet de boule de neige. Et ça a amplifié les mouvements. Et d'où l'intervention de la Banque d'Angleterre. Bien sûr. Parce que ça devenu systémique. Et en fait, hormis quelques acteurs qui connaissaient ce secteur, mais le marché n'était pas du tout conscient qu'il y avait de tels montants en jeu qui pouvaient être appelés en marge. Et c'est quelque chose qu'on peut revoir ailleurs. Mais c'est justement ma question, c'est qu'est-ce que ça nous apprend? Ça veut dire que il y a les effets de levier qu'on pouvait avoir il y a encore un an ou un an et demi dans le marché sont toujours là et il faut faire attention à leur impact dans un marché plus atone, c'est ça? Oui, absolument. Mais toujours volatile, mais en tout cas avec moins de volume. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le côté un peu technique du marché. D'ailleurs, la Banque des règlements internationaux s'en est émue régulièrement. C'est la taille acquise par le marché des dérivés, notamment qu'ils soient listés ou pas, c'est-à-dire de gré à gré ou listés. Et on atteint des montants nominaux qui ne sont jamais vus. Et aux États-Unis, y compris on a atteint le montant des options d'achat et de vente détenues par des particuliers américains est 5 fois ce qu'il était il y a 2 ans. Donc on a un marché un peu, on va dire, spéculatif qui s'est énormément développé. D'accord. Et là où c'est vicieux, que c'est un marché qui n'est pas financé, c'est-à-dire que c'est du levier via des produits dérivés. Vous n'avez pas besoin d'avancer de l'argent, sauf les appels de marge. Et donc c'est là où on a un effet multiplicateur en cas de choc de marché. Pour payer les appels de marge, il faut liquider des choses. Rappelez-vous Archegos, Bien sûr, oui, 50 milliards de positions qui étaient, ils ont dû liquider à cause des appels de marge. Bon, c'est le même genre de situation. Et Archegos, franchement, c'était pas du tout connu comme situation. Et il y en a pas mal d'autres. Et donc, il y en a d'autres dans le marché. Et il faut faire attention. Je reviens sur votre scénario économique. Donc, il y a un scénario alternatif négatif de 25%. Ça veut dire qu'il y a quand même un scénario d'atterrissage en douceur de 75% mécaniquement. Dans ce contexte, dans ce scénario économique, quelles sont vos convictions de gestion pour la fin de l'année et 2023 ? Alors, nos convictions, c'est tout d'abord, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, qu'on avait oublié que ça existait, ce sont les taux. D'accord. Ouais. Ils redeviennent intéressants et on a des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire le taux nominal moins l'inflation attendue, à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, qui sont revenus à zéro ou légèrement positifs. On ne pense pas que les taux réels vont être très positifs. Puisqu'en fait, l'économie mondiale ne peut pas le supporter. D'accord. On a des taux d'endettement privé plus public de 300% aux États-Unis et en Europe, en moyenne. Les banques centrales le savent. L'économie va ralentir. Et dans ce contexte-là, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre vont sans aucun doute piloter, s'assurer que les taux longs ne progressent pas beaucoup plus. D'accord. Donc fondamentalement, on est revenu positif sur les taux, ce qui n'était pas du tout le cas en début d'année. On est aussi positif sur le crédit de grande qualité, investment grade, qui offre un bon rendement risque volatilité. Et plus on descend dans l'échelle des risques, plus on est prudent en quelque sorte. Donc on est positif sur le crédit de haute qualité, on est positif sur un certain nombre de valeurs de rendement avec une bonne visibilité. Des valeurs un peu défensives, quelques cycliques également. Les banques, on est redevenu positif. En revanche, on est beaucoup plus prudent sur le crédit à haut rendement, le high yield, qui est quand même très cher aujourd'hui, et qui n'intègre pas du tout de scénario alternatif, et sur des valeurs qui n'ont pas vraiment prouvé leur qualité en bourse. On a longtemps parlé de la tech aux États-Unis, notamment de la tech non profitable. Mais y compris la tech profitable peut devenir non profitable. On l'a vu avec les résultats récents, bien sûr, y compris des énormes entreprises. Et donc qui ont un peu corrigé, certes, mais qui restent chères quand même. Donc, trop cher pour vous, si je comprends bien. Oui.
haute conviction dans le monde émergent, qui a beaucoup corrigé là pour le coup cette année, à la fois en crédit et en action, on est revenu positif. Pas que la Chine, alors la Chine n'est pas chère, après ça dépend si vous êtes capable d'absorber la volatilité. Bien sûr, oui. Mais il y a pas mal de pays, en Asie notamment, Inde, Indonésie, Malaisie, qui offrent de très bons rendements et une bonne visibilité, et qui ont des politiques monétaires et fiscales saines. D'ailleurs, plus saines que beaucoup de pays développés. Au moment de la crise au Royaume-Uni, on disait le Royaume-Uni est devenu un pays émergent en termes de marché, ce qui n'est pas complètement faux. On trouve maintenant des pays émergents qui sont franchement, qui n'ont rien à envier aux pays développés. Amérique latine, on verra ce que fait Lula au Brésil, mais on reste positif sur le Brésil. D'accord. Après, il y a d'autres pays qu'on évite, évidemment. Turquie, beaucoup de pays africains. Mais globalement, dans le monde émergent, il y a de la valeur qui a été restaurée et qu'il faut les capturer. Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Vincent Mortier, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur des gestions d'Amundi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h sur Bismart.